L'odeur du café emplissait la cuisine tandis que Jonathan Welch se versait sa deuxième tasse du matin. À 42 ans, il avait bâti une vie confortable. Une petite mais fructueuse carrière de journaliste d'investigation indépendant, une belle maison dans la banlieue de Portland et une famille qu'il croyait connaître sur le bout des doigts. La lumière du soleil dominical filtrait à travers les fenêtres, capturant les particules de poussière dans ses rayons dorés. « Ton père a appelé de nouveau ?» dit Jonathan à sa femme. « Holly !» En observant attentivement sa réaction, c'était une habitude qu'il avait développée au cours des derniers mois, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Holly leva les yeux de son téléphone, ses doigts parfaitement manucurés s'arrêtant au milieu d'un défilement. À 38 ans, elle maintenait une composure presque déconcertante en toute situation. A-t-il dit ce qu'il voulait? Le truc habituel? Il veut que tu passes le voir. Il dit qu'il a besoin d'aide pour des papiers. La mâchoire de Holly se crispa une fraction de seconde. J'irai cet après-midi. Leur fille Paige entra dans la cuisine, son visage de 17 ans encore marqué par le sommeil. Elle avait les cheveux noirs et les yeux perçants de Jonathan, du genre à ne rien rater. « Bonjour !» marmonna-t-elle en se dirigeant droit vers les céréales. Jonathan observa sa famille à la table du petit déjeuner. Holly avait de nouveau sorti son téléphone et tapait rapidement. Paige mangeait dans silence, jetant de temps en temps un regard à sa mère avec une expression que Jonathan ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Quand cette distance s'était-elle installée entre eux tous? Il avait rencontré Holly 8 ans plus tôt lors d'un gala de charité qu'il couvrait pour un magazine local. Elle avait été élégante, mystérieuse, avec un passé qu'elle évoquait rarement au-delà de vagues mentions d'une enfance sur la côte Est. Son père, Norman Weber, avait déménagé à Portland 2 ans après leur mariage, et Jonathan n'avait jamais eu d'affinité avec cet homme. Il y avait quelque chose de prédateur dans les yeux bleu pâle de Norman, quelque chose de calculé dans son sourire trop parfait. « Je pensais, » dit Jonathan, brisant le silence, « nous devrions organiser des vacances. Juste nous trois? Peut-être cette cabane à Bend dont nous avions parlé. » La réponse de Holly fut trop rapide. « Je ne peux pas prendre de congé en ce moment. Le travail est dingue. » Jonathan hocha la tête, notant son ton défensif. Holly travaillait dans le conseil en acquisition privée, un titre de poste si vague qu'il frôlait l'insignifiance. Quand il avait demandé des détails au début de leur relation, elle avait ri en le qualifiant de truc d'entreprise ennuyeux. Il avait arrêté de poser des questions, mais Jonathan n'avait pas bâti sa carrière en acceptant les réponses faciles. Au cours de ses 18 années dans le journalisme d'investigation, il avait révélé des corruptions au sein du gouvernement municipal, mis au jour des violations environnementales par de grandes entreprises et aidé à mettre 3 responsables différents derrière les barreaux. Il avait quitté le rythme effréné des journaux 2 ans plus tôt pour se lancer en indépendant. Voulant passer plus de temps avec Paige, désormais, il se spécialisait dans des articles longs qui exigeaient des recherches approfondies et de la patience. Cet instinct, qui l'avait conduit à des histoires enfouies, lui murmurait maintenant que quelque chose clochait dans sa propre maison. Après le petit déjeuner, Holly se retira dans son bureau à domicile, une pièce qu'elle gardait méticuleusement verrouillée quand elle ne l'utilisait pas. Paige disparut dans sa chambre. Jonathan s'installa dans son bureau, prétendument pour relire des notes sur un article concernant les prix des produits pharmaceutiques. Mais son esprit vagabondait sans cesse. 3 mois plus tôt, Holly avait commencé à prendre plus d'appels en privé. 2 mois plus tôt, Norman avait débarqué chez eux à minuit et Jonathan avait entendu des voix élevées avant que Holly ne le renvoie. 1 mois plus tôt, Jonathan avait remarqué un 2e téléphone dans le sac de Holly, un jetable, sans étiquette. Toujours éteint quand il le voyait, il n'avait rien dit. Observer et attendre faisait partie de ses compétences. Se précipiter trop tôt faisait fuir les sources. Le même principe s'appliquait ici, même si cela lui retournait l'estomac de traiter sa femme comme une histoire à décrypter. Vers midi, Holly sortit de son bureau, habillée pour la visite chez son père. « Je serai de retour dans quelques heures ?» dit-elle en attrapant ses clés. Jonathan la regarda par la fenêtre tandis que sa Lexus argentée sortait de l'allée. Il compta jusqu'à 60, puis se dirigea vers la chambre de Paige et frappa « Entrez !» Sa fille était assise sur son lit, ordinateur portable ouvert, mais elle ne regardait pas l'écran. Ses mains tremblaient légèrement. « Ça va, Mapuche ?» demanda Jonathan en s'asseyant sur la chaise de son bureau. Paige le regarda et il vit une peur dans ses yeux. Une peur réelle et profonde qui lui serra la poitrine. « Papa, je dois te dire quelque chose ? Mais j'ai peur. » Jonathan garda une voix calme, le même ton qu'il utilisait avec des sources effrayées. « Quoi que ce soit, on le gérera ensemble. » Elle se mordit la lèvre, puis ferma son ordinateur et se tourna complètement vers lui. «
Je pense que maman est impliquée dans quelque chose de mauvais. Vraiment mauvais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai remarqué des choses, la façon dont elle se comporte avec grand-père Normand, les horaires bizarres. La semaine dernière, je l'ai entendu au téléphone parler d'une livraison et de nettoyer la piste. Papa, ça ressemblait à quelque chose d'une série policière. Jonathan sentit ses instincts de journaliste s'aiguiser. Tu lui as dit que tu avais entendu ça? Non. J'avais trop peur. Mais papa, il y a plus? Paige sortit son téléphone d'une main tremblante. Hier soir, maman a laissé son ordinateur ouvert quand elle est allée se doucher. Je sais que je n'aurais pas dû, mais j'ai regardé, j'ai pris des photos. Elle lui tendit le téléphone, et le sang de Jonathan se glaça tandis qu'il faisait défiler les images, des relevés bancaires sous différents noms, des chaînes d'emails cryptées discutant de paquets et d'itinéraires, des tableurs avec des colonnes intitulées « Acquisition », « Transport et distribution », des références à Norman comme coordinateur, mais le pire était une photo. Norman posant avec 3 autres hommes devant un entrepôt, tous armés. Les métadonnées indiquaient qu'elle avait été prise 6 semaines plus tôt. « Il y a plus ?» murmura Paige. « J'ai trouvé un dossier intitulé JW. »« C'est toi ?»« Papa. Ils ont des fichiers sur toi, sur ton travail, tes sources, tout. Et il y avait un document. Il parlait de contingence et de liens lâches si tu devenais un problème. » L'esprit de Jonathan s'emballa. Sa femme l'avait documenté, le traitant comme une menace potentielle. « Quand as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il. « Hier soir, je n'arrivais pas à dormir. J'étais terrifié toute la matinée. Je ne savais pas si je devais te le dire. Peut-être que je réagissais de manière excessive, mais ensuite maman a reçu cet appel de Normand et elle a eu ce regard sur le visage. La voix de Paige se brisa. « Papa, j'ai peur. Et s'il savait que j'ai vu… »« Stop !» dit Jonathan fermement, bien que son propre cœur martelât ses côtes. « Écoute-moi, tu as bien fait de me le dire maintenant. J'ai besoin que tu me fasses confiance complètement. Tu peux faire ça ?» Paige hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Jonathan la serra dans ses bras, son esprit déjà en train d'évaluer les scénarios si Holly et Norman étaient impliqués dans quelque chose de criminel, trafic, blanchiment d'argent, ou pire, et qu'ils avaient des fichiers sur lui. Alors Paige avait raison d'avoir peur. Les gens qui opéraient à ce niveau ne laissaient pas de lien lâche. Et s'il soupçonnait que Jonathan savait, « Prépare un sac », dit-il calmement. « Seulement l'essentiel, 5 minutes. »« Quoi ? Papa. Paige ! Écoute, si ce que tu as trouvé est vrai, alors on ne peut pas être ici quand ta mère rentrera. On doit aller dans un endroit sûr, un lieu public, et décider de la suite. Mais et si je me trompe ? Et si ? Alors on aura une conversation inconfortable et on la surmontera. Mais si tu as raison, Jonathan croisa les yeux de sa fille, alors rester ici pourrait être dangereux pour nous deux. Le poids de cette affirmation plana dans l'air. Paige essuya ses larmes et se leva. 5 minutes. Ce serait mieux. Pendant que Paige préparait ses affaires, Jonathan se déplaça rapidement dans la maison. Il prit son ordinateur portable, son disque dur externe avec tous ses fichiers de travail et le dossier de documents qu'il gardait pour les urgences, certificat de naissance. Passports, Informations Bankers, il fourra l'argent liquide du coffre-fort de son bureau dans ses poches, 3 000 $ gardés pour les urgences. Ses mains s'arrêtèrent sur la photo sur son bureau, Holly. Paige et lui à la côte l'été dernier, le sourire de Holly paraissait parfait. Exercer, comment avait-il pu rater ça? Pas le temps pour ça maintenant? Paige apparut avec un sac à dos. Prête? Ils se précipitèrent vers la voiture de Jonathan, une Honda berline pratique qu'il avait toujours préférée au véhicule de luxe de Holly. Tandis qu'il reculait dans l'allée, il vit leur voisin Steve Henson arroser sa pelouse. Steve fit un signe de la main. Jonathan répondit « Tout normal, rien à voir ». 3 pâtés de maison plus loin, Paige lui attrapa le bras. « Papa, on doit fuir maintenant avant qu'il revienne. » L'appellation d'enfance ? Papa. Padad lui indiqua tout sur sa peur. « On est en train de fuir. Ma chérie, vers le commissariat, on leur montrera ce que tu as trouvé. On fera un rapport. » Et non ? La poigne de Paige se resserra. « Tu ne comprends pas ? Regarde ça !» Elle lui tendit son téléphone à un feu rouge. Jonathan regarda l'écran. Il montrait une conversation de messages textes qu'elle avait capturée de l'ordinateur de Holly, récente, de ce matin. Normand, paquet sécurisé. Timing. Holly, après mon retour de chez toi. Il est suspicieux. On doit avancer le calendrier. Normand, la fille incluse. Nettoyage complet. Pas de traces. Holly, compris ? Équipe prête. Le feu passa au vert. Une voiture klaxonna derrière eux.
Les mains de Jonathan se crispèrent sur le volant tandis qu'il accélérait, son esprit se cristallisant autour d'un fait horrifiant. Sa femme et son père prévoyèrent de le tuer. Et Page aussi. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment stable. « J'ai configuré une synchronisation sur mon téléphone hier, juste pour surveiller. Je ne pensais pas, j'espérais me tromper. » La voix de Page se brisa. Jonathan prit un virage serré vers le centre-ville de Portland. « Tu ne te trompais pas ? Et tu viens de nous sauver la vie. » Le commissariat se dressait devant eux, un bâtiment en briques qui promettait sécurité et réponse. Jonathan se gara sur le parking visiteur et ils coururent pratiquement à l'intérieur, Page serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage, l'officier au comptoir d'accueil, une femme d'âge moyen nommée Raquel Town selon sa plaque, leva les yeux avec un ennui professionnel qui se transforma en inquiétude en voyant leur visage. « Nous devons signaler une menace immédiate, » dit Jonathan, sa formation de journaliste prenant le dessus. « Claire, Contis, crédible, ma femme et son père prévoient de nous faire du mal. Nous avons des preuves ?» L'officier Town se redressa. « Suivez-moi !» Ils furent conduits dans une petite salle d'interrogatoire. Jonathan exposa tout, les comportements suspects, les fichiers que Page avait trouvés, les messages. Il montra les photos sur le téléphone de Page à l'officier. L'expression de Town s'assombrit tandis qu'elle faisait défiler. Elle s'excusa et revint 10 minutes plus tard avec un détective. Un homme mince dans la cinquantaine nommé Curtis Donovan. « Monsieur Welch », dit le détective Donovan en s'asseyant en face d'eux, « ce sont des allégations sérieuses. Je vais devoir vérifier certaines informations. Le nom complet de votre femme, Holly Weber Welch ?» Donovan tapa sur son ordinateur portable. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Il tapa plus, puis se leva brusquement. « Excusez-moi. » Il fut absent 25 minutes. Jonathan et Page restèrent assis en silence tendu, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus d'eux. Quand Donovan revint, il avait 3 autres officiers avec lui. « Monsieur Welch, je dois vous poser des questions sur votre femme. Quand vous l'avez épousée, avez-vous vu son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale? Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Vegas. Elle avait son permis de conduire, sa carte de sécurité sociale. Pourquoi ?» Donovan tourna son ordinateur. Sur l'écran, une photo de permis de conduire de Holly, mais le nom indiquait Heather Compton. « Votre femme, » dit Donovan prudemment, « n'est pas qui elle prétend être. Le numéro de sécurité sociale associé à Holly Weber appartient à une femme morte dans un accident de voiture en 2009 au Connecticut. La vraie Holly Weber avait 22 ans quand elle est morte. » Jonathan sentit la pièce basculer. « Quoi ?» Heather Compton est recherchée dans 3 États pour fraude électronique, blanchiment d'argent et implication présumée dans un réseau de vol de cargaison. Elle utilise des identités de personnes décédées depuis plus d'une décennie et son père, Norman Weber, de vrai nom Norman Collier, est le chef d'une organisation criminelle spécialisée dans le vol et la distribution de cargaisons de haute valeur. Ils sont sur la liste de surveillance fédérale depuis 6 ans. Page émit un petit son blessé. Jonathan passa son bras autour d'elle. « Nous essayons de monter un dossier contre eux depuis des années, » poursuivit Donovan. « Mais ils sont prudents, très prudents. Monsieur Welch, je dois savoir, votre femme a-t-elle déjà montré un intérêt inhabituel pour votre travail? Vos sources ?» Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. « Je suis journaliste d'investigation. Il y a 2 ans, j'enquêtais sur une série de vols de produits pharmaceutiques dans des entrepôts le long du corridor I5. Je n'ai jamais terminé l'article. J'ai été redirigé par un rédacteur. C'était eux, dit Donovan. Nous le soupçonnions mais ne pouvions pas le prouver. Monsieur Welch, je pense que votre femme vous a épousé pour vous surveiller, pour s'assurer que vous ne vous approchiez jamais trop de leurs opérations. » Jonathan se sentit mal. 8 ans 8 ans de sa vie avaient été un mensonge. Chaque baiser, chaque « je t'aime », chaque moment qu'il avait cru réel, tout cela une arnaque calculée. Mais Page était réel. Page était à lui, et il prévoyait de la tuer. La nausée se transforma en une rage froide et concentrée. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Jonathan. « Nous vous plaçons, vous et votre fille, en détention protectrice. Nous utilisons les preuves qu'elle a rassemblées pour obtenir des mandats, et nous les faisons tomber. » Jonathan secoua la tête. « Pas assez... » Donovan fronça les sourcils. « Monsieur Welch, ils opèrent depuis 6 ans que vous sachez, en utilisant ma femme comme taupe, comme espionne. Si vous les arrêtez maintenant, ils prendront des avocats et les preuves prises par une fille de 17 ans sur un ordinateur non verrouillé ne tiendront pas. Leur organisation se dispersera d'en haut, se reformera, et vous reviendrez à la case départ. Que suggérez-vous ?
Jonathan se pencha en avant, la même intensité qui avait fait de lui un journaliste redoutable se concentrait maintenant sur un objectif unique. « Je suggère que vous me laissiez aider, j'ai un accès qu'ils font confiance, ou faisais-ce. Ma femme pense que je suis inconscient, utilisez ça, laissez-moi vous obtenir des preuves réelles, du genre qui les mettra à l'ombre à vie. Absolument pas, vous êtes un civil et... » Détective Donovan. La voix de Jonathan trancha comme de l'acier. Ces gens ont volé 8 ans de ma vie, ils allaient assassiner ma fille. Je ne demande pas la permission d'agir en solo. Je propose de travailler avec vous sous votre supervision pour obtenir justice. Parce que pour l'instant, vous avez des captures d'écran et des soupçons. Je peux vous obtenir des aveux, des enregistrements de transactions, tout ce dont vous avez besoin. J'ai fait ce genre de travail pendant 18 ans. Donovan l'étudia. Vous comprenez, si vous faites ça, il y a un risque significatif. Je comprends que ma femme, Heather Compton est une criminelle qui prévoyait de me tuer, moi et mon enfant. Je comprends que son père dirige un empire criminel, et je comprends que je suis le seul positionné pour les faire tomber de l'intérieur. Paige lui attrapa la main. « Papa, est-ce que c'est sûr ?» Jonathan regarda sa fille, voyant la peur et la confiance se disputer dans ses yeux. « Non, dit-il honnêtement, mais fuir pour le reste de nos vies ne l'est pas non plus. Ces gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait, et je vais m'assurer qu'ils le fassent. » Le détective Donovan échangea un regard avec l'officier Towns, puis sortit son téléphone. « Je dois passer un appel. Ça dépasse mon niveau de salaire. » Tandis que Donovan sortait, Jonathan s'adossa à la chaise en plastique dur. Toute sa vie avait été un mensonge, une fiction créée pour le contrôler. Mais les mensonges pouvaient être armés, les fictions pouvaient être réécrites, et Jonathan Welch avait toujours été très bon pour raconter des histoires. La différence, c'était que cette fois, l'histoire se terminerait avec les méchants exactement là où ils devaient être. Et il s'assurerait qu'ils comprennent parfaitement ce que cela signifiait de l'avoir sous-estimé. La maison sûre sentait le café rance et les tapis usés. Jonathan était assis à une table pliante couverte de dossiers, de photos de surveillance et de son ordinateur portable, tandis que des agents fédéraux se déplaçaient silencieusement dans les pièces autour d'eux. Cela faisait 4 heures qu'ils avaient fui vers le commissariat, et le monde s'était transformé en quelque chose d'irreconnaissable. L'agent Victoria Rice de la division des crimes organisés du FBI était arrivé 1 heure après l'appel de Donovan. C'était une femme aux yeux perçants dans la quarantaine qui traquait l'organisation des colliers, comme elle insistait pour l'appeler, depuis 3 ans. « Votre femme est bonne », avait dit Rice en étalant des photos sur la table. « L'une des meilleures voleuses d'identité que nous ayons traquées, elle ne vole pas seulement les noms des morts, elle les devient compte bancaire, historique de crédit, présence sur les réseaux sociaux, remontant à des années. Toute l'existence de Holly Weber a été fabriquée en moins de 6 mois. Maintenant, alors que les ombres du soir s'étiraient sur la maison sûre, Jonathan étudiait l'organigramme que Rice avait créé. Norman Collier trônait au sommet. Avec Heather, il ne pouvait plus penser à elle comme Holly, comme sa main droite. En dessous, un réseau d'une vingtaine d'associés gérait tout, de la surveillance des entrepôts au transport, en passant par le blanchiment d'argent. Il se spécialise dans le vol de produits pharmaceutiques de haute valeur, expliqua Rice. Médicaments contre le cancer, traitements spécialisés, tout ce qui a une grande valeur sur le marché noir. Ils volent dans des entrepôts, des centres de distribution, même directement chez les fabricants, puis ils vendent à l'étranger ou via des chaînes de pharmacie corrompues. Nous estimons qu'ils ont écoulé plus de 50 millions de dollars en biens volés au cours des 3 dernières années seulement. Paige était assise sur un canapé usé à proximité, enveloppée dans une couverture malgré la soirée chaude. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur arrivée. Jonathan la surveillait sans cesse, voyant son propre choc reflété sur son visage. « La question, poursuivit Rice, c'est comment procéder. Votre femme s'attendra à ce que vous rentriez éventuellement. Quand vous ne le ferez pas, elle saura que quelque chose cloche. Elle appellera mon téléphone, dit Jonathan. Je devrais répondre, agir normalement. Si elle prévoit de vous tuer, normal pourrait ne pas suffire. Elle sera suspicieuse de tout écart de comportement. » Jonathan y réfléchit. 8 ans de mariage signifiait que Heather connaissait ses habitudes intimement. Les dimanches soirs, il commandait habituellement à emporter et regardait des films. Il répondait toujours au téléphone dans les 3 sonneries. Il détestait les surprises. Il pouvait utiliser ça. Et si je n'écartais pas, dit-il lentement, et si je rentrais, absolument pas, répondit Rice immédiatement. Écoutez-moi, elle ne sait pas ce que Paige a trouvé. L'ordinateur n'était pas censé être accessible. Paige a eu de la chance avec le timing. Si je réapparais en agissant comme si rien n'était,
Heather ne soupçonnera rien. Elle pensera qu'elle a le temps de planifier d'exécuter ce nettoyage complet dont elle discutait avec Norman, et vous serez dans la maison avec une femme qui prévoit de vous assassiner. Je serai dans la maison à rassembler des preuves. Je connais l'endroit où elle garde ses fichiers, ses ordinateurs, je connais ses habitudes aussi. Si nous voulons monter un dossier étanche, nous avons besoin de plus que des captures d'écran, nous avons besoin de preuves tangibles, physiques, qui tiendront au tribunal. Le détective Donovan, qui était resté pour le briefing fédéral, secoua la tête. C'est insensé. Vous vous mettriez en danger immédiat, je porterai un micro, vous auriez une surveillance, et je ferai exactement ce que j'ai fait pendant 18 ans. M'approcher de gens qui ne veulent pas que leurs secrets soient exposés et les faire parler. Rhys l'étudia avec une intensité déconcertante. Vous comprenez la psychologie ici? Votre femme a passé 8 ans avec vous? Elle sait comment vous pensez, comment vous réagissez. Si vous dérapez ne serait-ce qu'une fois, alors vous me sortez. Mais je ne déraperai pas. La voix de Jonathan était dure. J'ai interviewé des meurtriers, des escrocs, des politiciens corrompus. Je sais jouer un rôle et j'ai une motivation qu'ils n'ont jamais eue. Je veux ces gens détruits. Papa, dit Paige calmement. Tout le monde se tourna vers elle. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Parce que j'ai trouvé les fichiers. Jonathan alla s'asseoir à côté d'elle. C'est parce que ta mère est une criminelle qui prévoyait de nous faire du mal. Tu nous as sauvés, Paige. Maintenant, je dois finir ce que tu as commencé. Mais, et si quelque chose t'arrive? Alors tu as l'agent Rice et toute une équipe du FBI pour te protéger? Mais rien ne va arriver parce que je serai plus intelligent qu'eux. Je vais obtenir les preuves dont nous avons besoin et je vais m'assurer que Heather et Norman passent tout le reste de leur vie en prison. Rice sortit son téléphone. Je dois faire remonter ça. Si, et c'est un gros si, nous autorisons ça, vous opérerez sous des protocoles stricts. Vérification quotidienne, surveillance constante. Code de panique. Au moment où nous sentons un danger réel, nous vous extrayons, compris? Tandis que Rice s'éloignait pour passer des appels, Donovan s'assit en face de Jonathan. Vous êtes vraiment prêt à retourner dans cette maison? Dormir à côté d'une femme que vous savez en train de planifier votre meurtre? Jonathan regarda les photos étalées sur la table, Heather souriant lors d'un événement caritatif. Norman serrant la main d'un membre du conseil municipal, des entrepôts marqués de cercles rouges, Curtis. Tout mon mariage était un mensonge. Chaque moment, chaque souvenir, soigneusement construit pour me contrôler. Elle me regardait dans les yeux tous les jours et mentait. Elle m'a laissé tomber amoureux d'une personne qui n'existe pas. Il marqua une pause, puis ajouta calmement « La seule chose réelle qui est sortie de ce mariage, c'est Paige, et ils allaient la tuer comme si elle n'était rien. Comme un simple lien lâche à nettoyer. Donc oui, je suis prêt à retourner dans cette maison. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. La vengeance est une mauvaise motivation pour le travail sous couverture. Ce n'est pas de la vengeance. La vengeance est émotionnelle, bâclée. C'est de la justice. Et je suis très bon dans mon travail. » Rhys revint 1 heure plus tard avec l'autorisation et un avertissement sévère. « Vous avez une semaine pour rassembler des preuves, les faire parler, nous obtenir ce dont nous avons besoin. Après ça, nous agissons quoi qu'il arrive. Plus vous restez là-bas, plus le risque qu'ils détectent quelque chose cloche est élevé. Une semaine est largement suffisante. » Ils passèrent les 3 heures suivantes à préparer une équipe technique équipa Jonathan d'un micro sophistiqué, pas les dispositifs encombrants des films, mais une technologie presque invisible intégrée dans un bouton de chemise qui transmettrait tout dans un rayon de 6 mètres. Rice le briefa sur ce qu'il fallait chercher, les questions à poser, comment orienter les conversations vers des aveux sans sembler évidents. « Souvenez-vous, dit-elle, les gens comme Heather sont des manipulatrices expertes. Elle surveillera tout changement dans votre comportement. Vous devez être le même homme que celui qui a quitté cette maison ce matin. Sceptique, peut-être un peu distant comme vous l'avez été ces derniers 6 mois, mais pas suspicieux, pas effrayé. » Jonathan hocha la tête, mémorisant tout. À 20 heures, il serra Paige dans ses bras pour lui dire au revoir. Elle s'accrocha à lui et il la sentit trembler. « Je t'appellerai tous les jours, » promit-il. « L'agent Rice te tiendra au courant. Et dans 1 semaine, tout sera fini. Promets-moi que tu seras prudent. Je te le promets. » Et Paige. Il se recula pour la regarder. « Ce que tu as fait aujourd'hui. Trouver ses preuves, mais les dire, ça a demandé un courage incroyable. Tu nous as sauvé la vie à tous les deux. N'oublie jamais ça. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Tandis que Jonathan roulait vers la maison qu'il avait appelée son foyer pendant 8 ans, il sentit un calme étrange s'installer en lui. C'était juste une autre enquête, une autre histoire à décrypter.
La seule différence, c'était que le sujet de son enquête dormait à côté de lui chaque nuit. Avait dormi à côté de lui? Au passé, il s'engagea dans l'allée à 20h47 précisément, l'heure à laquelle il rentrerait normalement d'une course du soir. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, la voiture de Heather était à sa place habituelle, Jonathan attrapa le sac de plats à emporter qu'il avait acheté. Taille de leur endroit habituel, avec des rouleaux de printemps supplémentaires comme toujours, et marcha vers la porte d'entrée. Sa main était stable quand il la déverrouilla. Heather leva les yeux du canapé où elle était assise avec son ordinateur portable. Son visage se transforma en un sourire qui avait autrefois fait battre son cœur et qui maintenant lui donnait la chair de poule. « Te voilà ?» Je commençais à m'inquiéter. Où étais-je ? Jonathan posa la nourriture, gardant une expression légèrement penaude, soirée pyjama chez les Matisse. Hélène a appelé cet après-midi. J'ai dû oublier de le mentionner. Tu sais comment sont les adolescentes ? C'était un mensonge qu'ils avaient répété. L'amie de Paige, Helen Matisse, et sa mère Esther étaient réelles. Et la famille Matisse avait été briefée par le FBI. Si Heather vérifiait, Esther confirmerait l'histoire de la soirée pyjama. Oh, quelque chose scintilla dans les yeux de Heather. Était-ce du soulagement ? De la suspicion ? Jonathan ne pouvait pas dire « Tu aurais pu m'envoyer un message ? Désolé, tu me connais avec mon téléphone ?» Il désigna les plats à emporter. J'ai pris le dîner. Je pensais qu'on pourrait passer une soirée tranquille. Juste nous. Heather ferma son ordinateur et se leva, s'approchant de lui avec cette grâce exercée. Elle l'embrassa et Jonathan se força à ne pas tressaillir, à ne pas penser au message texte discutant de son meurtre. « Ça semble parfait, » dit-elle. « Tu m'as manqué ? Rien qu'à moi. » Tandis qu'il s'asseyait pour manger, Jonathan demanda comment s'était passée sa visite chez Norman, gardant un ton décontracté, ennuyé même. Heather décrivit les problèmes de santé de son père, des papiers sur sa maison, les détails banals habituels. Elle était bonne. Ses mensonges coulaient comme de la soie, mais Jonathan était meilleur. Au-dessus du pad thaï et des rouleaux de printemps, il commença à semer des graines. Tu sais, j'ai repensé à cette histoire de vol de produits pharmaceutiques que j'avais commencé il y a 2 ans. Celle que j'ai abandonnée, les baguettes de Heather s'arrêtèrent une fraction de seconde, la chose des entrepôts. Ouais, j'ai croisé une ancienne source aujourd'hui au café. Tu te souviens de Tim Golden du bureau du procureur ? Il a mentionné qu'il y a eu une nouvelle vague de vols, plus gros, plus sophistiqués. Il a dit que ça pourrait valoir la peine de revisiter. Je pensais que tu te concentrais sur l'article environnemental. Je le suis. Mais ça pourrait être plus grand. Tim a dit que le FBI est impliqué maintenant, qu'il pense que c'est du crime organisé. Jonathan observa attentivement son visage. Ça pourrait être une histoire majeure ? Heather posa ses baguettes, son expression inquiète. « Jonathan, chérie, tu sais ce que je pense de toi prenant des histoires dangereuses. Crime organisé, ça n'en vaut pas le risque. Depuis quand t'inquiètes-tu que mes histoires soient dangereuses ? Depuis toujours. Je n'aime juste pas l'idée que tu fouilles autour de criminels. Je l'ai fait avant, ça semble différent. » Elle tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Son contact lui retournait l'estomac. « Promets-moi que tu réfléchiras attentivement avant de plonger là-dedans. » Pour moi, pour Paige, l'ironie était si épaisse que Jonathan faillit rire. Au lieu de ça, il serra sa main et mentit en retour. « Bien sûr, tu as raison, ça n'en vaut probablement pas la peine. » Heather se détendit visiblement. « Merci. » Ils finirent le dîner en faisant la conversation et Jonathan joua son rôle parfaitement. Le mari légèrement distrait, l'homme qui ne remarquait rien, la cible facile. Quand Heather s'excusa pour prendre un appel dans son bureau, Jonathan débarrassa la vaisselle et pensa au micro transmettant tout à l'équipe du FBI, garé 3 pâtés de maison plus loin. Un de fait, 6 jours restants. Cette nuit-là, allongé au lit à côté d'une femme qui avait planifié sa mort, Jonathan fixait le plafond et planifiait son prochain coup. Le bureau de Heather était la clé. À l'intérieur se trouvait son vrai ordinateur portable, celui que Paige avait accédé, ainsi que des fichiers papier qu'elle gardait dans un tiroir verrouillé. Il avait besoin d'accéder aux 2 vers 2 heures du matin. Quand la respiration de Heather s'était installée dans le rythme profond du sommeil, Jonathan s'extirpa soigneusement du lit. Il avait toujours été un dormeur léger, un insomniaque chronique, l'une des rares vérités que Heather connaissait vraiment sur lui. Il pouvait prétexter une nuit agitée si elle se réveilla. Le couloir était sombre tandis qu'il se dirigeait vers son bureau. La porte était verrouillée comme toujours, mais Jonathan avait appris à crocheter des serrures basiques dans ses 20 ans en enquêtant sur une arnaque de propriétaires. Cela lui prit 45 secondes pour entrer. Le bureau était impeccable.
L'ordinateur portable de Heather était fermé sur le bureau, un disque dur externe à côté. Jonathan sortit la clé USB que Rhys lui avait donnée, un dispositif qui clonerait tout le contenu de n'importe quel ordinateur où il serait branché. Il ouvrit l'ordinateur, protégé par mot de passe, bien sûr, mais Paige avait mentionné que sa mère l'avait laissé ouvert après la douche la veille au soir, ce qui signifiait qu'il avait un délai d'autoverrouillage plutôt qu'un mot de passe requis au réveil. Jonathan appuya sur le bouton d'alimentation et regarda l'écran s'illuminer 5 minutes. C'est le temps que Rice avait dit que le clonage prendrait. Tandis que la barre de progression se remplissait lentement, Jonathan photographia le contenu du bureau de Heather avec son téléphone. Carte de visite. Un registre avec des notations cryptiques, des reçus de lieux inhabituels. Quand le clonage fut terminé, il tourna son attention vers le tiroir verrouillé. Cette serrure était plus sophistiquée. Cela lui prit 3 minutes de travail prudent avant d'entendre le clic. À l'intérieur, 3 téléphones jetables, 2 passeports sous différents noms avec la photo de Heather, et un épais dossier intitulé « Contingencies ». Les mains de Jonathan tremblèrent tandis qu'il l'ouvrait. Le premier document était un dossier sur lui. Chaque article qu'il avait écrit au cours de la dernière décennie, chaque source qu'il avait cultivée, un profil psychologique notant sa nature persistante et son incapacité à lâcher prise, le fichier concluait « Le sujet reste inconscient de l'opération, recommandez une surveillance continue. En cas de compromis, implémentez le protocole 7. » Le protocole 7 était détaillé à la page suivante. Les mots « nettoyage complet » et « éliminer les témoins » apparaissaient plusieurs fois. Jonathan photographia tout. Sa rage montait à chaque clic. Finalement, il trouva ce dont il avait besoin, un registre reliant le nom de Norman à des vols d'entrepôts spécifiques, avec date, inventaire volé et acheteur. C'était une carte routière de toute leur opération. Il photographiait la dernière page quand il entendit des pas dans le couloir. Jonathan bougea vite, remettant le dossier, fermant le tiroir, empochant la clé USB. Au moment où la porte s'ouvrit, il était debout près de la fenêtre, regardant la rue sombre. « Jonathan !» La voix de Heather était tranchante de suspicion. « Que fais-tu ici ?» Il se tourna, laissant l'inquiétude traverser son visage. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai cru entendre quelque chose dehors. Je t'ai réveillé ?» Les yeux de Heather balayèrent la pièce, cherchant quoi que ce soit de déplacé. Jonathan avait été prudent, mais l'avait-il été assez gai ? « Comment es-tu entré ?» La porte était verrouillée. « Non !» Elle était entr'ouverte. « Je la verrouille toujours. Peut-être que tu as oublié ce soir ?» Jonathan s'approcha d'elle, gardant un langage corporel détendu. « Tout va bien. Tu sembles tendu. » Pendant un long moment, Heather l'étudia. Jonathan soutint son regard, ne laissant rien transparaître. Finalement, elle hocha la tête. « Désolé, je m'inquiète juste pour papa. Il ne se sent pas bien. On devrait retourner au lit, » dit Jonathan en la guidant hors du bureau, tandis qu'elle verrouillait la porte derrière eux. Il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Elle soupçonnait quelque chose. Pas quoi, pas encore, mais quelque chose. De retour au lit, Jonathan resta immobile, comptant ses battements de cœur, jusqu'à ce que la respiration de Heather s'approfondisse de nouveau. Quand il fut certain qu'elle dormait, il se permit un petit sourire. Il avait ce dont il avait besoin, les photos, le disque dur cloné, les preuves qui les enterreraient, tous les deux. Demain, il transmettrait tout à Rhys, et il pourrait commencer à monter le dossier. Mais Jonathan n'avait pas fini. Les preuves étaient importantes, mais il voulait plus. Il voulait que Heather et Norman comprennent exactement ce qu'ils avaient fait, exactement qu'ils avaient sous-estimé. Il voulait qu'ils voient leur empire s'effondrer et sachent que Jonathan Welch, le mari inconscient, la cible facile, avait orchestré chaque moment de leur destruction. Pour ça, il avait besoin d'un plan différent, et tandis que l'aube se levait sur Portland, peignant la chambre en nuances d'or et d'ambre, Jonathan Welch commença à élaborer le piège parfait. Le café sur Morrison Street était bondé de clients réguliers du lundi matin. Jonathan était assis dans un box au fond, son ordinateur ouvert sur un document qui ressemblait à des notes d'articles, mais qui était en réalité un chat sécurisé avec l'agent Rice. Le disque dur cloné et les photos avaient été livrés pendant son jogging matinal, passés à un agent qui courait près de lui dans le parc. « Rhys, les preuves sont solides. On peut demander des mandats aujourd'hui. » Jonathan, pas encore. J'ai besoin de plus de temps. Rhys, pourquoi ? On a assez pour monter une poursuite. Jonathan, vous avez assez pour les inculper. Je veux assez pour qu'ils ne voient plus jamais la lumière du jour. Il y eut une pause avant que le message suivant de Rhys n'apparaisse. Rhys, qu'est-ce que vous planifiez ? Jonathan, faites-moi confiance. 2 jours de plus. Je peux vous obtenir un aveu enregistré ? Rhys, c'est un risque ?
Heather est suspicieuse après la nuit dernière. Jonathan, c'est pourquoi je dois lui donner autre chose sur quoi se concentrer. Jonathan ferma le chat et ouvrit son email légitime. Il avait passé les premières heures du matin à contacter des sources de son enquête sur les vols pharmaceutiques 2 ans plus tôt, celles qu'il avait abandonnées quand Heather l'avait subtilement découragé. Maintenant, il l'a relancé avec un bruit délibéré. Son téléphone vibra. « Heather !»« Salut !» répondit-il, gardant un ton normal. « Où es-tu ? Je me suis réveillé et tu étais parti. Au café. Je travaille sur cette histoire de vol pharma. Tim m'a envoyé des pistes et je me suis excité. » Il marqua une pause. « Je sais que tu as dit que ça pourrait être dangereux, mais je pense que je peux l'approcher prudemment. » Silence. Puis, « Je pensais qu'on était d'accord que tu réfléchirais d'abord. Je l'ai fait toute la nuit. En fait, c'est pourquoi je n'ai pas dormi. » Holly, ça pourrait être énorme. Crime organisé, millions de dollars en médicaments volés. C'est exactement le genre d'article d'investigation qui pourrait gagner des prix. Plus de silence. Jonathan pouvait pratiquement entendre les calculs se faire à l'autre bout du fil. « On devrait en parler en personne ?» dit enfin Heather. « Je serai à la maison dans 1 heure. » Jonathan mit fin à l'appel et envoya immédiatement un autre message à Rhys. Elle est ébranlée. « Attendez-vous à ce qu'elle contacte Norman aujourd'hui. Assurez-vous de surveiller toutes les communications. Rhys, déjà sur le coup. Soyez prudent. » 1 heure plus tard, Jonathan entra dans sa maison pour trouver Heather dans la cuisine avec Norman. Le vieil homme était assis au comptoir, ses yeux pâles fixés sur Jonathan avec une intensité qui aurait été effrayante si Jonathan n'avait pas déjà décidé que ces gens allaient payer pour tout ce qu'ils avaient là fait. « Jonathan, » dit Norman, sa voix suave, « Holly me dit que tu travailles sur une nouvelle histoire, quelque chose sur des vols de produits pharmaceutiques, c'est exact. » Jonathan se versa du café, délibérément décontracté. « Ça me tracasse de ne pas avoir fini l'article il y a 2 ans. Ça ressemble à une affaire inachevée, une affaire dangereuse, » dit Norman. « Ces types de crimes organisés, ils n'apprécient pas que des journalistes fouillent. J'ai traité avec des gens dangereux avant. Et toi ?» Le sourire de Norman était froid. « Je me demande si tu comprends vraiment dans quoi tu t'engages. » C'était une menace, à peine voilée. Jonathan croisa son regard. « J'ai exposé des politiciens corrompus, des criminels environnementaux, des schémas de fraude. Je pense que je peux gérer des voleurs de médicaments. » Heather s'interposa entre eux, sa main sur le bras de Jonathan. « Chérie, je m'inquiète juste. Et si ces gens découvrent que tu enquêtes sur eux? Et s'ils s'en prennent à toi? À nous? Pourquoi sauraient-ils même... » Je suis prudent avec mes sources. Prudent avec mes recherches? À moins que... Jonathan laissa la confusion traverser son visage. « Pourquoi êtes-vous tous les deux si inquiets pour cette histoire spécifique? »« Nous ne le sommes pas, » dit Heather trop vite. « Nous tenons juste à toi. » Norman se leva. S'approchant, c'était un grand homme. « Oh !» 90 mais l'épaule large, la menace implicite était claire. « Jonathan, je vis dans cette ville depuis longtemps. J'entends des choses. Et ce que j'entends, c'est que ces réseaux de vols pharmaceutiques y sont connectés à des gens très dangereux, le genre qui fait disparaître les problèmes. » Jonathan tint bon. « Me menaces-tu, Norman? Je te préviens, en tant que famille, le mot « famille » sortant de la bouche de Norman donna envie à Jonathan de rire. Au lieu de ça, il hocha lentement la tête. « J'apprécie l'inquiétude. Vraiment? Mais je vais poursuivre cette histoire. C'est important. » Il vit la rage flasher dans les yeux de Norman. Vite contrôlé, la poigne de Heather sur son bras se resserra. « Parlons-en en privé, » dit-elle à Jonathan, le tirant vers le salon. Une fois seul, le masque parfait de Heather se fissura légèrement. « Qu'est-ce que tu fais? Mon travail, ce n'est pas n'importe quelle histoire, Jonathan. Ces gens... Quels gens, Holly? Tu sembles en savoir beaucoup sur une organisation criminelle. Je viens juste de commencer l'enquête. » Elle s'arrêta, réalisant son erreur. « Je ne sais rien de spécifique. Je m'inquiète juste... » « Vraiment ?» Jonathan s'approcha, laissant une partie de sa vraie colère transparaître. « Parce que dernièrement, je me demande si tu t'inquiètes de quoi que ce soit de réel. Tu es toujours si contrôlée, si parfaite. Parfois, je me demande si je te connais vraiment du tout. » C'était la vérité, délivrée comme une accusation. Les yeux de Heather s'écarquillèrent. « Bien sûr que tu me connais, je suis ta femme. »« L'es-tu? Parce que ma femme me ferait confiance pour faire mon travail. Ma femme me soutiendrait. Ne essaierai pas de me faire peur avec des avertissements vagues sur le danger. »« J'essaye de te protéger de quoi ?» demanda Jonathan. « De quoi exactement essaies-tu de me protéger, Holly ?» Elle ouvrit la bouche, la referma.
Pour la première fois, en 8 ans, Jonathan la vit vraiment incertaine. C'était une fissure dans son armure et il la nota pour plus tard. Norman apparut dans l'encadrement de la porte. « Je devrais y aller. » « Réfléchis à ce que j'ai dit, Jonathan. Certaines histoires ne valent pas la peine d'être poursuivies. » Après le départ de Norman, la maison semblait lourde de tension. Heather se retira dans son bureau et Jonathan l'entendit au téléphone. Conversation basse et urgente que son micro capterait clairement. Cet après-midi-là, l'agent Rice envoya un message crypté. « On l'a. Heather a appelé Norman 6 fois. Il planifie de gérer la situation avant que tu ailles trop loin. Norman a mentionné d'avancer leur calendrier. Ça escalade vite. Jonathan, bien, laissez-les escalader. Je suis prêt. Rhys, quel est le plan? Jonathan, je vais leur offrir exactement ce qu'ils veulent. Une chance de m'arrêter définitivement. Mais à mes conditions, dans mon piège. Rhys, expliquez. Jonathan, Norman organise un gala de charité jeudi soir à son domaine. Grand donateur, officiel de la ville, tout le spectacle. Je vais dire à Heather que j'ai une percée sur l'histoire, que je rencontre une source qui peut tout exposer. Je vais les rendre assez désespérés pour agir. Rhys, c'est insensé. S'ils essayent de vous tuer, Jonathan, ils ne le feront pas. Pas au gala avec des témoins, mais ils feront des plans. Ils parleront et votre surveillance captera tout. Puis vendredi matin, on déclenche le piège. On les fait tomber devant tous ceux qui pensaient qu'ils étaient des citoyens respectables. Rhys, ça dépasse largement ce que nous avons autorisé. Jonathan, c'est moi qui finis ce que Heather a commencé quand elle a décidé de faire de ma vie un mensonge. Faites-moi confiance. Victoria, je sais ce que je fais. Il y eut une longue pause avant que Rhys ne réponde. Vous avez jusqu'à vendredi matin? Pas une minute de plus. Et Jonathan, ne vous faites pas tuer. Votre fille a besoin de son père? La mention de Paige raffermit la résolution de Jonathan. Il l'avait appelé tous les soirs d'une ligne sécurisée, l'assurant qu'il était en sécurité, que tout se déroulait selon le plan. Chaque fois, elle demandait quand il rentrait. Chaque fois, il promettait bientôt. Ce soir-là, Jonathan prépara le dîner tandis que Heather l'observait avec une suspicion à peine dissimulée. Au-dessus du poulet et des légumes. Il lâcha la bombe qu'il avait préparée toute la journée. « J'ai eu un appel intéressant cet après-midi », dit-il décontracté, d'un gérant d'entrepôt à Gresham. Le gars dit qu'il a des documents prouvant qui est derrière les vols pharmaceutiques, noms, dates, tout. La fourchette de Heather claqua contre son assiette. « Quoi? Je sais. »« Hein ?» Apparemment, il documente tout depuis des années, attendant le bon moment pour se manifester. Il est prêt à me rencontrer. Quand? Vendredi matin, tôt avant son service. Dit que ça doit être alors ou jamais. Il quitte la ville. Trop effrayé pour rester, Jonathan observa le visage de Heather passer par des émotions. Choc. Peur? Calcul, tu ne peux pas le rencontrer? Pourquoi pas? Parce que ça pourrait être un piège? Et si ce gars travaille pour les criminels? Essayant de t'attirer dehors, alors je serai prudent. Je le rencontrerai dans un lieu public. Jonathan. S'il te plaît. La voix de Heather se brisa avec ce qui ressemblait à une désespérance genuine. S'il te plaît. Ne fais pas ça. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as un mauvais pressentiment surtout dernièrement? Jonathan se leva, portant son assiette à l'évier. Je le rencontre vendredi. C'est la plus grande percée que j'ai eue en années. Je ne vais pas m'en détourner. Cette nuit-là, Heather passa 3 appels de son bureau. Jonathan ne pouvait pas entendre les mots, mais il pouvait entendre le ton. Urgent. Effrayé, en colère. Le micro capta tout. Rice, elle appelle Norman. Ils discutent de vendredi matin et d'empêcher l'exposition. Norman veut vous intercepter avant la réunion. Heather argue pour une approche différente. Jonathan, dites-moi ce qu'ils décident. Rhys, êtes-vous sûr de ça? On peut les arrêter maintenant, empêcher ce qu'ils planifient. Jonathan, et les laisser prétendre qu'ils étaient de juste des membres de famille inquiets? Laisser leurs avocats minimiser chaque charge? Non, je les veux pris en flagrant délit. Enregistrés, sans défense possible. Rhys, vous sonnez comme un homme avec un souhait de mort. Jonathan, je sonne comme un homme qui veut la justice. Mercredi soir, Jonathan dormit à peine hier. Il sentait la tension monter, le piège se refermer. Heather était allongée à côté de lui et il savait qu'elle était éveillée aussi. Tous les deux feignant le sommeil tout en planifiant leur prochain coup. Jeudi matin apporta les préparations pour le gala de charité, le fundraiser annuel de Norman pour les programmes d'alphabétisation des jeunes, une façade parfaite pour un criminel. Heather passa la journée à se préparer, ses mouvements secs de stress. « Tu vas toujours au gala? Hein ?» demanda-t-elle.
Bien sûr, je ne raterai pas la grande soirée de ton père. Le domaine était illuminé comme Noël quand ils arrivèrent ce soir-là. La maison de Norman s'étendait sur 3 hectares dans les West Hills, tout en verre et angle, un goût coûteux financé par des produits pharmaceutiques de volée. Jonathan serra des mains de membres du conseil municipal, discuta avec des donateurs, joua le gendre soutenant tandis que sa femme et son père échangeaient des regards chargés à travers la pièce. Pendant le dîner, Norman fit un discours sur l'importance de l'éducation et de redonner à la communauté. L'ironie était si épaisse que Jonathan pouvait la goûter. Il applaudit avec tout le monde, son œil de journaliste cataloguant chaque visage, chaque conversation, stockant tout pour les articles qu'il écrirait une fois que ce serait fini. Après le dessert, Norman attira Jonathan à l'écart dans un bureau privé. « Nous devons parler », dit le vieil homme en fermant la porte. « Et de quoi ? De cette histoire que tu poursuis. De vendredi matin ?» Jonathan feignit la surprise. « Comment sais-tu pour vendredi ? Holly est inquiète à mort. Elle m'a tout dit. » Norman versa 2 verres de scotch, entendit un à Jonathan. « J'ai posé quelques questions autour, Jonathan, sur ce gérant d'entrepôt que tu rencontres, et je pense que tu devrais reconsidérer. Ça pourrait être dangereux. Tu continues à dire ça ? Quoi ? » Le masque d'inquiétude de Norman glissa, révélant quelque chose de froid en dessous, parce que certaines choses valent mieux rester non enquêtées. Certaines histoires ne feront que te blesser. Est-ce une menace ? C'est un conseil de quelqu'un qui se soucie du bonheur de sa fille. Te perdre la dévasterait. Jonathan sirota le scotch. La brûlure le recentra. Si quelque chose m'arrivait, elle hériterait de tout, la maison, mes économies, mon assurance vie, elle serait bien. Vous le seriez tous les deux. Les mots planèrent dans l'air. Les yeux de Norman se plissèrent. C'est une pensée morbide ? Vraiment ? Je suis juste pratique. Holly serait très confortable si je n'étais pas là. Vous tous ? Jonathan vit Norman traiter ça, essayant de déterminer si Jonathan était suspicieux ou simplement en train de converser. Le micro caché dans sa veste capterait chaque mot. Néanmoins, dit Norman prudemment, je détesterais voir quoi que ce soit arriver. Ta famille ? Donc tu continues à dire, dis-moi, Norman, que fais-tu exactement pour vivre ? La question le surprit clairement. Je suis consultant pour... Pourquoi ? Diverses entreprises, import-export, principalement des produits pharmaceutiques. L'expression de Norman se figea. Parfois, quoi ? Juste curieux ? Il m'est venu à l'esprit que ton business de consulting et ses vols pharmaceutiques pourraient se croiser. Professionnellement parlant, la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Norman posa son verre avec un soin délibéré. C'est une accusation grave. C'est une observation. Jonathan soutint son regard. Vois-tu, j'ai fait des recherches, examiné des enregistrements d'expéditions, des inventaires d'entrepôts, des schémas de vol, et je vois sans cesse les mêmes noms apparaître. Sociétés écrans, holdings. Beaucoup remontent à une adresse qui ressemble suspicieusement à celle-ci. Le visage de Norman devint complètement inexpressif. Un mauvais signe chez quelqu'un d'habitude si expressif. Tu enquêtes sur moi ? J'enquête sur une histoire. Si tu en fais partie, c'est juste une coïncidence malheureuse. Ou peut-être, dit Norman lentement, tu as été plus conscient que nous le pensions. Le lapsus était intentionnel. Jonathan en était sûr. Norman le testait, essayant de jauger ce qu'il savait. Nous ? Demanda Jonathan innocemment. Norman sourit, et c'était l'expression la plus effrayante que Jonathan ait jamais vue. Holly et moi, nous avons essayé de te protéger de ta propre curiosité, mais il semble que tu sois déterminé à te creuser un trou ou à déterrer la vérité. La vérité peut être fatale, Jonathan, surtout quand elle concerne des gens qui ont des investissements significatifs à garder certaines activités secrètes. Admets-tu une activité criminelle ? Je n'admets rien. J'observe simplement que les journalistes qui posent trop de questions rencontrent parfois des fins malheureuses, accidents de voiture, agressions qui tournent mal, incendie de maison. Jonathan sentit une glace glisser le long de sa colonne vertébrale mais garda une voix stable. Est-ce ce que tu planifies pour moi ? Un accident malheureux ? Je planifie de protéger le bonheur de ma fille. Si ça signifie te protéger de toi-même, qu'il en soit ainsi. Et si je ne coopère pas ? Le sourire de Norman s'élargit. Alors je suppose que Holly devient une veuve très riche. De toute façon, cette histoire à toi se termine vendredi matin. Voilà, la menace claire est enregistrée. Jonathan posa son propre verre. On devrait retourner à la fête, dit-il. Oui, approuva Norman. On devrait profiter de la soirée, Jonathan. Ça pourrait être ta dernière en homme libre. Est-ce ce que tu offres ? Une chance de partir ? Je t'offre un choix. Abandonne l'histoire. Oublie ce que tu penses savoir. Et la vie continue normalement, ou poursuis-la,
et affronte les conséquences. Tu as jusqu'à demain matin pour décider. Jonathan quitta le bureau, le cœur battant, mais l'esprit clair. Le micro avait capté tout, les menaces à peine voilées, l'aveu de connexion criminelle, la froide volonté de Norman de tuer si nécessaire. Il trouva Heather dans la salle de bal, riant avec un groupe de donateurs. Elle le vit et son expression changea. Une question, une incertitude. Il hocha légèrement la tête et elle se détendit. Elle pensait qu'il avait été averti, que Norman l'avait effrayé pour qu'il abandonne. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Sur le trajet du retour, Heather était presque joyeuse. « Vous avez eu une bonne discussion, papa et toi? Très éclairante ?» dit Jonathan. Il a clarifié sa position et je réfléchis à ce qu'il a dit. Le soulagement inonda ses traits. « Je suis si contente. J'étais si inquiète pour toi, pour toute cette situation. Peut-être qu'on peut laisser ça derrière nous maintenant? Peut-être, approuva Jonathan. Cette nuit-là, au lit, Heather se blottit contre lui. La première fois en mois qu'elle initiait un contact, Jonathan la laissa, même si sa peau se hérissait à se toucher. « Je t'aime », murmura-t-elle. 3 mots qu'elle avait dit 1000 fois, 3 mots qui n'avaient jamais été vrais. « Je sais », répondit Jonathan, parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à mentir de la même façon qu'elle l'avait fait. Vendredi matin arriva avec des cieux gris et la promesse de pluie. Jonathan s'habilla de ses jeans et vestes habituelles, empocha son téléphone et portefeuille et embrassa Heather au revoir. « Sois prudent aujourd'hui », dit-elle, ses yeux fouillant son visage. Toujours, il roula vers Gresham, vers l'entrepôt où il leur avait dit qu'il rencontrait sa source fictive. Il savait qu'il le suivait. La surveillance avait repéré 2 hommes de Norman le prenant en filature dans les 3 pâtés de maison, mais Jonathan n'allait pas à l'entrepôt. Au dernier moment, il prit un virage serré vers l'adresse que Rhys lui avait donnée, un bâtiment fédéral au centre-ville, entouré d'agents, de témoins et de caméras. Dans son rétroviseur, il vit la voiture de filature freiner brutalement, essayer de suivre. Trop tard, Jonathan entra dans le garage souterrain où l'agent Rice attendait avec une équipe tactique complète. « C'est fait », dit-il en tendant le micro. « Vous avez tout ce dont vous avez besoin ?» Rhys hocha la tête sombrement. « Les mandats d'arrestation sont déjà émis. Des équipes se dirigent vers le domaine de Norman et votre maison simultanément. Heather est toujours à la maison. Elle est prise en charge en ce moment même, avec 6 de leurs associés. Jonathan, ce que vous avez fait était imprudent et dangereux, mais ça a marché. Les enregistrements de la nuit dernière, les preuves financières que vous avez rassemblées, tout est suffisant. Ils vont partir pour très longtemps. » Jonathan sentit le poids de la semaine passée s'abattre sur lui. « Je veux voir Paige. Elle attend en haut. » La réunion avec sa fille fut larmoyante et soulagée. Paige se jeta dans ses bras et Jonathan la serra comme s'il ne la lâcherait jamais. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Presque. Le palais de justice fédérale était bondé de médias quand le procès de Heather et Norman commença 6 mois plus tard. Jonathan était assis dans la galerie avec Paige, regardant la poursuite exposer le dossier, vol de produits pharmaceutiques totalisant plus de 80 millions de dollars, fraude d'identité, complot pour meurtre et une douzaine d'autres charges. Les preuves étaient accablantes, enregistrements financiers, vidéos de surveillance, le disque dur cloné de l'ordinateur de Heather et le plus accablant de tout, les enregistrements du bureau de Norman et divers appels téléphoniques où il discutait d'éliminer Jonathan et Paige. L'avocat de Heather essaya de prétendre qu'elle avait été manipulée par son père, qu'elle était aussi une victime. Mais les textos discutant du meurtre de Jonathan en termes froids et calculés détruisirent cette défense. La famille de la vraie Holly Weber donna un témoignage émouvant sur le vol de l'identité de leur fille et son utilisation à des fins criminelles. Norman ne montra aucune émotion tout au long du procès. Il resta rigide et froid, ses yeux pâles trouvant occasionnellement Jonathan dans la foule. Chaque fois, Jonathan le fixait en retour, inébranlable. Quand ce fut son tour de témoigner, Jonathan prit la barre et dit la vérité, toute la vérité, le mariage de 8 ans construit sur des mensonges, la découverte de la vraie identité de Heather, la peur pour la vie de sa fille, la décision de retourner sous couverture et de rassembler des preuves. « Pourquoi avez-vous pris un tel risque ?» demanda le procureur. Jonathan regarda Heather, parce qu'il devait comprendre qu'il m'avait sous-estimé. Il pensait que j'étais une cible facile, quelqu'un qu'il pouvait contrôler et éventuellement éliminer. Il pensait que je ne découvrirais jamais. J'avais besoin qu'ils sachent qu'ils avaient tort. J'avais besoin qu'ils fassent face à la justice pour tout ce qu'ils avaient fait. Pas seulement à moi et ma fille, mais à toutes leurs victimes au fil des ans. Le jury délibéra moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs,
Norman Collier fut condamné à 45 ans de prison fédérale. À 72 ans, c'était effectivement une peine à vie. Heather Compton reçut 35 ans. L'argument final de son avocat pour la clémence, qu'elle aimait vraiment Jonathan malgré les circonstances, tomba à plat quand la poursuite joua l'enregistrement d'elle discutant de comment mettre en scène sa mort comme une invasion de domicile. Tandis que les huissiers les emmenaient, Heather se tourna vers Jonathan une dernière fois. Son masque parfait avait enfin disparu. Remplacé par une haine brute et de l'incrédulité, elle pensait vraiment qu'elle était plus intelligente, qu'elle ne serait jamais attrapée. Jonathan ne sourit pas, ne jubila pas. Il la regarda simplement disparaître par la porte et sentit le poids, de 8 ans enfin, se lever de ses épaules, dehors du palais de justice. Les médias entourèrent Jonathan. Il donna une brève déclaration sur la justice servie et sa gratitude envers le FBI et la police locale. Il remercia le jury pour leur délibération attentive. Il ne mentionna pas la vengeance. Il n'en avait pas besoin. Les articles qu'il écrivit sur l'affaire lui valurent le prix de journalisme d'investigation qu'il avait toujours voulu. Mais plus important, ils exposèrent l'ampleur complète du réseau de vols pharmaceutiques, menant à des arrestations supplémentaires et la récupération de millions en médicaments volés. Un an plus tard, Jonathan se tenait dans la cuisine d'une nouvelle maison, plus petite que l'ancienne, mais réelle d'une façon que l'autre endroit n'avait jamais été. Page postulait à des universités, parlant d'étudier le droit ou le journalisme. Le traumatisme de cette année l'avait marqué, mais pas brisé. « Papa !» appela-t-elle du salon. « Il y a quelqu'un à la porte ?» Jonathan l'ouvrit pour trouver l'agent Victoria Rice, maintenant en vêtements civils et tenant une bouteille de vin. « Je pensais venir voir comment vous vous installez tous les deux. » dit-elle. Au dîner, ils parlèrent de tout sauf de l'affaire. Page raconta des histoires d'école. Rice partagea des anecdotes sur l'équipe de foot de sa fille. C'était normal, comfortable, réel. Plus tard, après que Page soit allé se coucher et que Rice se prépare à partir, elle s'arrêta à la porte d'Anna. « Vous savez que ce que vous avez fait était insensé, » dit-elle. « Retourner dans cette maison, confronter Norman, vous mettre en appât. Je sais, mais ça a marché. Nous chassions l'organisation des colliers depuis des années. Vous nous les avez livrés sur un plateau d'argent. J'avais une bonne motivation. » Rice l'étudia. « Comment allez-vous vraiment ?» Jonathan considéra la question. « Je suis en colère. Je le serai probablement longtemps. 8 ans de ma vie étaient un mensonge. Chaque moment, chaque souvenir avec elle taché. Mais j'ai Page, j'ai mon travail. Et j'ai la satisfaction de savoir que Heather et Norman passeront le reste de leur vie en prison à penser à l'homme qu'ils ont sous-estimé. C'est de la vengeance, pas de la guérison. Peut-être, mais c'est un début. » Après le départ de Rice, Jonathan s'assit dans son bureau et ouvrit son ordinateur. Plusieurs éditeurs l'avaient approché pour écrire un livre, l'histoire complète de son infiltration et de l'affaire. Il avait repoussé, pas sûr d'être prêt, mais ce soir, avec Page en sécurité à l'étage et ses ennemis enfermés, il commença à taper. La première ligne vint facilement. « Je pensais connaître ma femme. » Au cours des mois suivants, Jonathan versa tout dans le livre. Chaque mensonge que Heather avait dit, chaque manipulation, la peur qu'il avait ressentie en réalisant que sa fille était en danger, le calcul froid requis pour retourner dans cette maison et prétendre que tout était normal, la satisfaction de voir le piège se refermer. Il l'intitula « La plus longue arnaque ». Il devint un best-seller. Les reporters demandaient s'il ferait confiance à quiconque à nouveau. La réponse de Jonathan était toujours la même. « Je fais confiance à ma fille. Je fais confiance à la vérité. » Tout le reste était négociable. 2 ans après le procès, Jonathan reçut une lettre de la prison. C'était de Heather. Il faillit la jeter sans la lire, mais la curiosité l'emporta. « Cher Jonathan, je sais que tu vas probablement la déchirer. Mais j'écris quand même, pas pour m'excuser. Je ne suis pas sûr de pouvoir pour tout ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que certaines parties étaient réelles. Quand je t'ai épousé, c'était une mission. Me rapprocher du journaliste, le surveiller. M'assurer qu'il ne s'approche jamais trop de nos opérations, ça devait être simple, mais Page a tout changé. Je n'avais jamais prévu de tomber enceinte, ça a compliqué tout. Et te regarder être père, te regarder l'aimer, si complètement, ça m'a fait réaliser ce que j'étais devenu. J'aurais dû partir alors, aurais dû m'éloigner et vous laisser avoir des vies normales. Mais j'étais trop impliqué, mon père contrôlait tout. Et quand j'ai réalisé que je voulais sortir, il était trop tard, le plan pour vous tuer. Toi et Page. Ce n'était jamais le mien, c'était tout Norman. Je l'ai combattu là-dessus. Les textos que tu as vus, ceux où je semblais d'accord, j'achetais du temps, essayant de trouver comment vous mettre en sécurité sans exposer notre organisation.
J'ai échoué. Tu étais plus intelligent que nous tous. Et maintenant, je suis assise dans cette cellule tous les jours à penser à la vie que j'ai détruite. Ta vie est celle de Paige. La mienne, je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas, mais j'ai besoin que tu saches que quand je disais je t'aime, quelque part sous tous les mensonges, je le pensais. Etch, Jonathan lut la lettre 3 fois, puis la brûla dans la cheminée. Il ne la croyait pas. Peut-être que certaines parties étaient vraies. Peut-être qu'elle avait lutté avec la mission. Peut-être que la naissance de Paige avait compliqué les choses. Mais les textos étaient clairs. Le plan pour les assassiner était réel. Et Heather y avait participé, même à contre-cœur. De plus, ça n'importait plus. Vrai ou faux, les mots de Heather Compton n'étaient un que plus de mensonges dans une vie construite sur la tromperie. Jonathan retourna à son travail, à élever Paige, à bâtir une vie basée sur la vérité. Le succès du livre mena à des conférences, un documentaire et des opportunités que Jonathan n'avait jamais imaginées. Il utilisa la plateforme pour exposer d'autres organisations criminelles, enseigner aux gens comment repérer les arnaques, aider les victimes de fraude à reconstruire leur vie. Paige s'épanouit. Elle fut acceptée au programme de journalisme de Columbia avec une bourse complète. La veille de son départ pour l'université, père et fille s'assirent sur le porche de leur maison, regardant le soleil se coucher sur Portland. « Tu penses parfois à elle ?» demanda Paige calmement. Jonathan savait qu'elle voulait dire Heather. Parfois, plus sur ce qui aurait pu être, si elle avait été réelle, moins sur ce qui était vraiment. Je me demandais si quoi que ce soit était réel. Si elle nous a déjà vraiment aimés, est-ce que ça importe ? Paige y réfléchit. Non, je suppose que non. Nous sommes réels. Ce que nous avons est réel. C'est assez... Jonathan passa son bras autour de sa fille et pour la première fois en années, sentit quelque chose comme la paix. Oui, approuva-t-il. C'est assez... Les années passèrent. Jonathan écrivit plus de livres, exposa plus de criminels, bâtit un legs basé sur la vérité et la justice. Paige diplômée avec mention, suivit ses pas comme journaliste d'investigation et ensemble ils craquèrent des affaires qui firent les gros titres nationaux. Norman Collier mourut en prison 7 ans dans sa peine. Une crise cardiaque que les gardes trouvèrent trop tard. Jonathan ne ressentit rien en apprenant la nouvelle. Heather resta emprisonnée. Ses demandes d'appel constamment refusées, Jonathan apprit par risque qu'elle était devenue une prisonnière modèle, aidant d'autres détenus à apprendre à lire, participant à chaque programme de réhabilitation disponible. Il ne répondit jamais à ses lettres, ne visita jamais, n'admit jamais son existence au-delà des procédures légales nécessaires, parce que, en fin de compte, Jonathan Welch avait fait plus qu'exposer une organisation criminelle, il avait récupéré sa vie, protégé sa fille, et prouvé que l'intelligence et la détermination pouvaient triompher de la tromperie. Les escrocs avaient perdu, la vérité avait gagné, et c'était la seule fin qui importait. Au 10e anniversaire de ce dimanche matin, quand Paige lui avait montré son téléphone, Jonathan se tenait au mariage de sa fille. Elle avait trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, un avocat des droits civils qui la traitait comme de l'or. Tandis que Jonathan accompagnait Paige à l'hôtel, il pensa au voyage qui les avait amenés ici, la peur, la colère, la satisfaction de la justice servie, les longues nuits à reconstruire leur vie, le retour lent et régulier à la normalité. « Je suis fier de toi », murmura-t-il à Paige, si incroyablement fier. Elle serra son bras. « On l'a fait, papa, on a survécu. »« Non », corrigea Jonathan doucement. « On a gagné, et en fin de compte, la victoire était plus douce que n'importe quelle vengeance aurait pu l'être. Parce que Jonathan Welch n'avait pas juste détruit ses ennemis, il avait construit quelque chose de mieux dans les ruines qu'ils avaient laissées derrière. Une vie basée sur la vérité, une relation avec sa fille que rien ne pouvait ternir, et la connaissance inébranlable qu'il avait été sous-estimée pour la dernière fois. La femme qui s'était appelée Holly Weber avait pensé qu'elle menait l'arnaque, mais dès le moment où Jonathan avait découvert la vérité, il avait écrit l'histoire, et dans sa version, les bons gagnaient, les méchants payaient, et la vérité libérait tout le monde. C'était la meilleure fin qu'il pouvait avoir écrite et contrairement aux mensonges de Heather, chaque mot en était vrai. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Where's Smidge? Where's Smidge? Oh, there's Smidge. Gotcha. Dungeon. Gotcha, dungeon.
don't think we're gonna have UV. I think it would have given us to it like by an hour. Especially when we put down salt. I think that's almost guaranteed. What? Oh, that's master bedroom? Oh, so close. Oh, we got all the sounds. Nice. Yeah, and I was like, oh, we better hunt some ghosties, dude. We better get on it. Here we are. With only one minor reset. We figured out the problem, I think. Oh. Can it be a spirit? We both smudged it, and it is taking a while. I don't have my phone, but I have a watch. This is not gonna be as good. Timer. Well, okay, you got it. Thank you. The goat. Mitch the goat. Oh. Okay, not a spirit. I will get... It is so freaking cold in here. Dude, I might have a ghost. I'm getting freaking frozen. Oh, we have... Do we already have a tier 2 or a tier 3 in there? Or is it in this hallway? I still see the cold breath here. Oh, it's right here. Okay, is that Cruci chompered? It is chompered. Blah, 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 blah. Does this count as a light? Blue, 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 blue. Okay, that is a very mad ghost. Yeah, we both smudged it. Get another go. How many photos do we need? One more. That is amazing. Okay. That's great. Alright, Ghosty. Got one more Cruci bite. Let me just put this over here and make sure I can get it in time. Holy books. Have we got burnt Cruci as a photo? Do now. And we're out of Cruci. Oh boy. We need to get a photo of the ghost. No, we're all good. Oh my god, I gotta close my window. I'm gonna get frostbite on my freaking fingers. Turn on the lights again. Where's the light button again? Oh, it's good. I always feel so happy when I get Bun like something new. He's gonna love this, and then he proceeds to ignore it and attack a sock. All right, here we go. What? Huh? I hope that hit. How far? How long was that hunt? No, I didn't hear it the entire time. No, it's like at the end, at the very end of a hunt, I think. Just disappeared. Okay, well, we got one more shot at this. Oh boy. I just threw it, and it's like, as soon as I, like, the smudge left my hand, she was gone. She was allergic to it. Okay. I don't really want to loop it up here, because it's terrifying going around this. Especially with Crawler. Again.
Think I got it? Let's go. Yeah, if you ever get those events like the translucent shadow or just full ghost, just freaking run away. And then try to record it, because it's just going to disappear as soon as it touches you. Use in here? Why? Why are you in here? I don't like that. It's so weird, like lowering the CPU made it run better. It was only at like 3% usage, which is nothing. It shouldn't be acting like that. That shouldn't be that. It's so confusing. Okay, here it comes. Slightly faster? Be slightly faster. Hold on. Hitting ya. Alright, there we go. Okay. For the last try at that. I was a little faster that time. Hold on. I'm gonna put this camera like right here. I don't think it's a Goryo. I think it moved. Don't think it's a Jin. It would have been speedy. Now, if it's really fast next one, it could be a Gayu. Don't think it's an Oni. Actually, I'll leave that open. I don't think it's a... I couldn't hear it the entire time downstairs, though. Definitely not a Shade. We figured that out. Not a Wraith. Is it still hunting? From, like... nursery? Why? You're not a mayor? Why you do that? What? Excuse me? It's definitely not a Raiju. I was able to record it. I didn't notice any speed up. It could be an Obake. I haven't seen any shifts though. It does take time between smudges to actually do stuff, though. I want to be up here to hear it, though. I don't know if it's going to try and hunt on me. 2 minutes? Oh my goodness! Hunting. Much slower this time. I think that's twins. We got EMF, so it can't be Mimic. I might go twins. That's much slower, though. No way! Can't be Obama. Okay, I'm gonna call that twins. I smudged it, and if there's a guy, it'd probably be much faster than that. And the only one that can really speed up or slow down like that is twins. I laid my camera in the laundry room to see if I get a speed up, and I didn't. Hey. Do you have something to tell me? Just spam if you do. Okay, you good with twins? Okay, okay. Twins it is. Oh my god, it's so cold! Ooh! What, have you seen my phone? Where's my phone? I need it for timing. One doesn't know. Let's go. Easy twins.